Recherche sur Jimi Hendrix. 12e épisode. Peut-être le plus difficile parce que c'est là qu'on en sait le moins. L'année 1963. L'année de ses 21 ans. C'est quand même pas rien. L'âge de ses 21 ans dans une vie. Je recontextualise. Février 63, après 4 mois durs à Nashville, il refait le chemin inverse de Vancouver, reste un peu plus d'1 mois chez sa grand-mère Nora, qui a une telle importance, joue dans un club de Vancouver, peut-être le souhait d'y rester, si ça prend, ben non, ça prend pas. En février, il revient à Nashville, retrouve son ami Billy Cox, un autre qui s'appelle Albert Lee. Vous savez qu'à Indianapolis, ils ont trouvé aussi un autre guitariste, Alphonso Young. C'est un petit peu là où ce groupe King Casuals a commencé de décoller. Et toute l'année 1963, King Casuals va être un repère. Ça veut dire que, mené par Billy Cox, le Casuals trouve des engagements dans tous les États alentours. Tennessee, bien sûr, on y est. Mais Kentucky, Indiana, jusqu'en Arkansas, moi je sais pas trop où c'est tout ça, mais ça veut dire que ça commence à être des belles équipées. Hendrix joue sur une Epiphone. On a un petit détail par exemple, même 2 petits détails, même 3, allons-y. King Casuals, Billy Cox, qui tient la tendance, achète un câble de guitare de 15 mètres de long. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on joue dans les clubs à Nashville, dans cette rue, ce quartier des clubs noirs, en particulier del Morocco, eh bien, Hendrix peut descendre de l'estrade, aller jouer parmi le public, et on dit même qu'il peut aller juste à la rue, parce que si tu joues là au bord du trottoir, les gens vont avoir envie d'entrer. C'est des petits trucs. Aussi, qu'on s'est doté d'un autre membre qui répond au gentil nom de Raymond Belt et qui a comme seule mission d'être une sorte de showman, de présenter des imitations d'acteurs entre les morceaux ou en ouverture. Donc vous voyez que King Casuals se veut un modèle de show, un groupe show à lui seul, ce qui veut dire aussi accepter que le guitariste soit en exhibition, même si c'est plutôt Alphonso Young qui fait l'exhibition et Hendrix le soutient. Alors, à l'extrémité de l'année, pile 1 an plus tard, février 64, on aura Hendrix qui va débarquer à New York. Il n'est pas encore Hendrix, il est toujours Jimi James. À New York, ça se transformera en Maurice James, retour à Jimi James and the Blue Flame, et puis l'aventure qui va commencer. Cette pleine année, je prends mon anti-sèche. La liste des gens avec qui il a travaillé. Carla Thomas, Tommy Tucker, Slim Harpo, Marion James, Chuck Jackson. Et puis, on va changer d'échelle avec Solomon Burke, Otis Redding et les merveilleuses The Marvelettes. Puis, voisinage de Curtis Mayfield, qui est non seulement quelqu'un que respecte hautement Hendrix, mais à qui il va prendre ce jeu, j'allais dire, fruity, cette espèce de manière gorgée de sève de jouer des accords et en même temps un énorme sustain, une douceur dans ce qu'on pulse en avant, et ce sera l'aventure New York. Alors vous voyez, vous êtes déjà dans la même difficulté que moi. Si tu prends la liste des noms, boum, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. C'est quoi ? C'est des patrons. On en a parlé. Votre Chitlin Circuit. Pourquoi Nashville, au fait ? Tout simplement parce que Nashville dispose d'une énorme station de radio. Grandes ondes. Et justement parce que c'est au centre des US. Ça veut dire que ça propage loin, ça propage vers le sud, vers le nord, etc. etc. Mais l'antenne de la radio de Nashville est positionnée ici pour être entendue largement.
Et à la radio, on joue en direct. C'est donc une sorte de carrefour aussi pour la musique noire. Pourquoi ? Parce que dans tous ces endroits, trouver des disques, acheter des disques, c'est difficile. Et donc, ces musiciens, y compris les grands, comme Solomon Burke, comme les Bobby Womack, etc., quand ils viennent à Nashville, c'est pour jouer à la radio leur dernier titre. Et puis, dans ces émissions qui sont réservées à la musique noire, eh bien, savoir que le disque peut être acquis, envoyé par correspondance. C'est pour ça que Nashville, c'est pas seulement la capitale de la country, ça aura ce rôle pour la musique noire à cause de la radio et parce que ces disques qui sont quasiment impossibles à trouver à l'échelle du pays, on peut se les procurer par correspondance. Alors si vous voulez aller plus loin là-dessus, c'est pas les travaux qui manquent, c'est comment se constitue un modèle culturel qui ébauche le nôtre, comment plus tard la télévision viendra détrôner la radio avec des shows qui, eux, ne seront plus à Nashville. Bon, mais en tout cas, pour les musiciens, c'est là d'où partent les bus détournés. Et toute cette année 1963, ça va être ça. En gros, c'est ça dont il se souviendra, Hendrix. Et ce qui nous manque, même là, 50 ans après, c'est l'agenda. C'est-à-dire, aucun moyen de savoir à quel moment de Nashville tu t'embarques. King Caswells, il n'y a pas de problème. Billy Cox a son propre travail. Il a son propre travail en studio. Il y a toujours Alphonso Young qui fait le job. Et puis, si on a des concerts importants ou des dates, Jimmy, il revient, il est là. Il sera toujours de retour à Nashville. Et pourtant, ces circuits, ces tournées dans lesquelles il s'embarque, c'est des tournées package. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un artiste, c'est pas un tel... Carla Thomas qui fait son spectacle qui l'emmène de ville en ville. Non, c'est des packages où sur l'affiche, vous avez des noms écrits en petit, des noms écrits en gros, et puis la vedette, Sam Cooke, Solomon Burke, et puis c'est tout ce monde-là qui vient jouer avec des sets de 20 minutes dans l'ensemble du spectacle. Et la tâche pour Jimmy, ou du moins ce qui va se passer, c'est de glisser petit à petit vers les noms les plus inconnus. Carla Thomas, enfin, peut-être que parmi vous d'autres connaissent, jusqu'à Otis Redding, et bien sûr Curtis Mayfield, et bien sûr Solomon Burke. Alors, cette vie, c'est quoi ? Ça veut dire que tu joues le soir, tu es dans l'adrénaline, je ne sais pas comment tu dors ou pas, à l'aube, à moins que même on dorme dans le bus, ou que le bus roule de nuit, tu repars. Tu as ta couchette où tu es recroquevillé sur ton siège. Je pense pas qu'on ait des bus luxueux comme ceux de maintenant, avec les couchettes et tout ça, d'organiser. Tu arrives dans un patelin, c'est la soundcheck, c'est éventuellement, s'ils ont de la chance, un hôtel où on se partage les chambres, plusieurs par chambre. Et puis l'attente, attendre. Qu'est-ce que tu as à faire ? Tu vas dans les rues, il y a quoi dans les rues ? Tu vas dans les bars, il y a quoi dans les bars ? Et puis finalement, ça recommence. Même la conception de la géographie. Où est-ce que tu es ? Tu es au sud, à l'est, au nord ? Finalement, tu es toujours dans cette même répétition. Et le microcosme, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur du groupe, va devenir le lieu de la dramaturgie permanente, parce que tu vis en tout petit monde extrêmement serré, alors que tu es une espèce de bille qui roule de ville en ville pour retrouver quoi à chaque fois ? Les mêmes quartiers noirs, la même musique noire. Ce sera même, j'aurais tendance à appeler ça le double plafond de verre. Plafond de verre pour King Caswells. Ça, Billy Cox le racontera très précisément, très explicitement. C'est-à-dire qu'ils deviennent un des meilleurs groupes de la musique de cette époque. Donc, les succès des autres, mais interprétés dans un esprit de show, de démonstration. Et puis, c'est des musiciens qui sont devenus costauds. Mais c'est toujours le petit monde des circuits noirs, dans les quartiers noirs, des villes de l'Amérique du centre ou du sud. Et on ne peut pas déborder. On ne peut pas franchir ces frontières-là. Premier plafond de verre. Et c'est le même plafond de verre pour ces groupes qui sont en tournée permanente. Et puis, le guitariste s'en va. Il n'y a aucun problème. Tac, tu claques des doigts, t'en as un autre. Ils savent tous jouer la totalité des morceaux des autres.
puis c'est pas compliqué, parce que moi, souvent ça m'impressionne avec les copains linguistes. Moi j'ai tellement de mal déjà avec 2 ou 3 langues, mais baragouiner 2 ou 3 autres, mais les copains linguistes, non, 50 langues, ils se les alignent, parce que le modèle mental de commuter d'une langue à l'autre, c'est un petit peu la même chose que Jimi Hendrix qui joue sur une guitare sur laquelle il a inversé les cordes, mais s'il n'y en a pas et qu'il doit jouer sur une guitare de droitier, parce qu'elle appartient à quelqu'un d'autre, il ne va pas s'amuser, ou il n'aura pas le temps de changer les cordes, il jouera la même chose. C'est une sorte de grand aquarium, de grand bocal, où toutes les fonctions permutent à l'intérieur, mais tu ne peux pas en sortir. Tu en sortiras comment? Le jour où tu prendras le bus pour aller à New York, où tu diras au revoir provisoirement à tes copains de Nashville, et que un de tes meilleurs potes, le guitariste Albert Lee, prendra son manteau, te le mettra sous les épaules et dira « Prends le manteau parce que à New York, tu verras, c'est dur. » Alors je vais vous laisser en disant, tu vois, de février à 63 à février 64, t'as au moins 10 patrons, et puis non, il y en a des petites choses quand même. Justement, Solomon Burke. C'est-à-dire là, on est vers l'automne 63. Il accède à quelqu'un qui a un titre dans le Top 40. C'est-à-dire quelqu'un qui a classé ses chansons dans le Hit Parade. Notamment une qui s'appelle Just Out to Reach. Tu peux plus m'attraper. Qu'est-ce qui se passe avec Solomon Burke? Côté Hendrix, de voir un gars qui vient du monde du gospel. Solomon Burke, on a des vidéos juste à la fin de sa vie où il vient sur le plateau des Rolling Stones, ce type de 160 kilos, avec une grosse tunique, moitié robe, mais qui embarque le truc. Bon, peut-être qu'à l'époque, il fait que 140 ou 150 kilos, mais il y a déjà cette espèce d'énorme prestance immobile qui avance. Et puis quoi? Ces mecs, ils viennent des sermons de l'église, c'est des preachers. Et parce qu'ils sont là, dans le prêche, au sens strict du terme, il y a une manière d'embarquer le public, de le monter crescendo. Ça, Hendrix s'en souviendra, cette façon-là. Dans le show de Solomon Burke, il a le droit à un solo. Le solo fait 21 secondes. Mais Hendrix, il tient pas. Très souvent, ça y est, ça part. Et là, Burke, après, tu le retrouves dans les loges. Petit. Il va être viré sous ce prétexte. Parce qu'à un moment donné, il y a le chanteur, ou Burke, avec son... Et c'est un grand de la soul. Et derrière, saxophoniste, batteur, contrebassiste, pianiste, 1 ou 2 guitaristes. Mais ça doit rester dans le rang. On porte un uniforme. Et Burke finit par se débarrasser d'Hendrix parce que façon de s'habiller, coupe de cheveux, c'est pas quelqu'un qui rentre dans le rang. Et ça, ce paradoxe, c'est ça qui va le mener à New York. C'est ça aussi qui le fait entrer parce qu'on est dans le même package que Otis Redding, Solomon Burke, Otis Redding, après 2 ou 3 autres qui font l'ouverture, qui fait que dans les loges, il joue avec les saxophonistes d'Otis Redding. Et Otis a besoin d'un guitariste. Ok, on t'emmène. Puis la paye, ça peut tomber. Mais ça va durer combien avec Otis Redding? 1 semaine. Pourquoi? Parce que on le voit trop. Ce ne sera pas un grand souvenir, ni musicalement, ni dans la relation. Ce sera bien, par contre, en fin d'année, avec ce type qu'il a rencontré à Nashville. Il s'appelle Curtis Mayfield et qui, pour Hendrix, est une référence. Mais Curtis Mayfield a 2 musiciens qui deviendront eux-mêmes, se feront leur nom. C'est les frères Womack, Bobby Womack et Harry Womack, je ne sais plus. Et Bobby Womack est aussi guitariste. Là, ça va être plus sanglant. C'est dans les vestiaires, toujours, les loges. C'est-à-dire cette vie de loge devient finalement le point d'ancrage principal avant le bref moment sur scène. Et puis la route, les hôtels, les attentes. Dans la loge, Bobby Womack a laissé son cachet de la semaine d'avant, dans sa veste. Il y a un seul musico de la tournée qui passe son temps dans la loge. C'est Jimi Hendrix. Pourquoi ? Il est dans son coin et il travaille. Il est dans son coin
et il travaille. Les seuls témoignages qu'on a qui nous reviennent, c'est non, c'est pas un gars, il passait pas inaperçu, mais tu comprends, il était dans son coin, il travaillait. Il était là, il travaillait. Donc c'est forcément lui qui a piqué l'argent. Alors s'imaginer que ce Jimmy, dans cet état-là, s'intéresse même à l'argent, on peut vraiment en douter. Pour lui, c'est une accusation. Non, c'est pas moi, mec. Fais pas chier, mec, c'est pas moi. Mais il n'y avait que toi. Il y a peut-être des gens qui passent, mais tu sais quoi, il travaille, il est dans son coin. Peut-être qu'il est allé pisser, non, c'est rien. En tout cas, on imagine mal la raison qu'aurait ce gamin de 21 ans d'aller piquer le fric du copain d'à côté. Oh, il a déjà fréquenté d'autres astuces pour se faire de la thune, si on veut. Puis il y a déjà de la marijuana qui circule, la cocaïne, ce sera juste en arrivant à Harlem. Mais donc on peut supposer qu'à la limite, trafiquer un peu de hache ou de marijuana, ce soit nettement mieux que d'aller piquer le fric du copain. Par contre, Bobby Womack ne va pas le croire. Alors quand le bus de Curtis Mayfield repart, les autres musicaux, ils ont leur instrument dans la soute, sauf Hendrix. Et là, sa guitare, il la garde sur son siège. Mais cette nuit-là, probablement parce qu'il n'y a pas eu d'hôtel, qu'on fait la route là, directement, il est endormi sur son siège avec sa guitare. Le Bobby Womack prend l'épiphone et la balance par la fenêtre. Belle vanne, hein. Alors, dans cette fin 63, ça va être un petit peu flou, les guitares. On sait qu'il en emprunte. On sait que quand les musicaux le prennent en tournée, il y a souvent une guitare de rab. Donc, en gros, tu viens avec nous, tu prendras la guitare qui est libre. On n'a pas témoignage qu'il s'en achète, mais c'est pas pour ça qu'à Nashville, dans un de ses retours, toujours à crédit probablement, puisque on aura aussi trace que quand t'as pas de sous, qu'est-ce que tu fais? Les guitares qu'il achète, si c'est une Epiphone, on doit être dans les 90-120 euros. C'est-à-dire quand il arrivera à New York, ce sera sa première Fender, une Duo Sonic, qui est à $160. Pour idée, la Stratocaster, qu'il achètera début 66, 2 ans plus tard, vaut $300. Entre-temps, il y aura une Fender Jazz Master, qui elle est à 190-200. Vous voyez, maintenant on va pouvoir suivre. Là, on a un petit trou dans les guitares. Il y a une guitare qui disparaît dans la tournée Curtis Mayfield. Il y a une guitare qui est à lui parce qu'on a témoignage que quand il n'a pas de sous, il la porte au clou. Et quand les sous reviennent ou quand une tournée revient, tu prends un acompte, tu vas reprendre ta guitare chez la boutique de mise en gage, mise sous gage, et puis tu la reviens. Par contre, là, on n'a pas de photo. Important ou pas? Oui, parce que cette histoire de matériel, maintenant, ça va nous venir une sorte de chronomètre. Et Nashville, finalement, il y avait eu ce petit creux dans l'âme en décembre 62, quand il était reparti chez le grand-mère. On peut supposer que décembre 63, quand tout s'arrête, que tu n'as plus de concert, ça doit pas être marrant, ça doit pas être fastoche non plus. En tout cas, c'est là, après cette année où il y a au moins 10 patrons, tout le temps c'est tourner, repartir, jouer le truc des autres. Et si tu débordes un tout petit peu, tu te fais virer, et en même temps que tu voisines de bien plus près. Parce que, par exemple, tu vas faire avec The Marvelettes, ce groupe de 3 femmes, c'est souvent, ça va être comme les Isley Brothers un peu plus tard, c'est monde venu du gospel, avec évidemment les frontmen, ou frontwomen en l'occurrence pour Marvelette, et puis derrière le groupe qui accompagne, qui reste dans le rôle, mais tu fais la première partie d'un grand bonhomme qui s'appelle Sam Cooke. Et puis, au bout du compte, c'est Noël 63, et tu te dis où ça m'emmène, où ça peut m'emmener. Et là, se dire, ouais, bus pour New York. Épisode 13, 1964.